Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour que je présente les lois de Newton appliquées au mouvement des corps célestes, c'est-à-dire au mouvement des astres, les planètes et les satellites. De la même façon, il faut que je fasse attention et que donc je définisse le cadre de mon problème. Donc nous allons considérer dans toute notre étude deux corps qui seront en interaction. Ces deux corps, ce peut être par exemple une planète qui tourne autour du Soleil ou alors un satellite qui tourne autour d'une planète. Ces deux corps possèdent une certaine masse, qui sont parfois très importantes, mais aussi, qui sont aussi très inégales. Il y a toujours ce que l'on appelle un centre attracteur, et la masse de ce centre attracteur est bien plus importante que la masse de l'autre corps. Par exemple, lorsque vous allez étudier la rotation de la Terre autour du Soleil, la masse du Soleil, qui est donc le centre attracteur, sera beaucoup plus importante que la masse de la Terre. Quel est le référentiel que nous devons choisir? Le référentiel que nous devons choisir, ça sera un référentiel qui sera lié au centre attracteur. Si nous voulons étudier le mouvement de la Terre autour du Soleil, nous allons donc nous placer dans le référentiel héliocentrique. En revanche, si nous voulons étudier le mouvement de la Lune autour de la Terre, le centre attracteur est cette fois la Terre, nous allons donc nous placer dans le référentiel géocentrique. Quelle que soit notre étude et le référentiel choisi, nous supposerons ce référentiel galiléen. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le repère cartésien x, y que nous avions l'habitude d'utiliser lorsque nous travaillons sur des objets à la surface de la Terre, ce repère cartésien n'est plus un repère adapté pour décrire le mouvement d'un corps qui tourne autour de son centre attracteur. Nous avons vu dans un TP que les planètes respectent les lois de Kepler et donc que leur trajectoire est une ellipse dont le Soleil est l'un des foyers. Donc, on va faire un bref rappel sur ce qu'est ce repère de Freinet que nous avions déjà défini en cinématique et également sur la force gravitationnelle que va donc subir le système de la part de son centre attracteur. Je prends donc deux objets, ici donc on pourrait quand même supposer que c'est le Soleil représenté ici, et là vous avez la Terre. La Terre qui tourne donc, qui est en orbite autour du Soleil. La force exercée par le Soleil sur la Terre, c'est une force attractive et c'est la Terre qui l'a subie. Elle est donc dirigée comme cela. Elle est notée ici. On sait que cette force, elle est proportionnelle à la masse de chacun des corps et elle est inversement proportionnelle à la distance qui les sépare. Et donc, comme nous allons étudier maintenant, comme nous allons utiliser tout à l'heure la deuxième loi de Newton, nous devons donc trouver l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet. Donc, le repère de Freinet, je le rappelle, il est constitué de deux vecteurs de base. Un vecteur petit t ici qui est tangent à la trajectoire et qui est toujours orienté dans le sens du mouvement. Et nous avons aussi un vecteur de base unitaire qui est dirigé vers le centre attracteur, qui est dirigé vers le centre de courbure. Et ces deux vecteurs, ils sont perpendiculaires. Ici, nous avons un angle droit. Alors, dans ce repère, donc dans le repère tangentiel Tn, l'accélération se décompose de la façon suivante. Sur l'axe des, enfin pas sur l'axe des x maintenant, sur sa composante tangentielle, sur sa composante t, nous avons ici une composante de l'accélération qui est égale à la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps. Il faut faire attention, ce n'est plus le vecteur vitesse, mais c'est la valeur de la vitesse. Et sur l'axe normal, sur l'axe petit n, l'accélération est égale à v carré divisé par r.
où V représente la valeur de la vitesse, et petit r représente toujours la distance qui sépare les deux corps. Cette expression de l'accélération dans le repère de Freinet peut être redémontrée en mathématiques, mais ce n'est pas de votre niveau. Donc cette expression de l'accélération, vous devez la connaître par cœur. Ce qui est important de voir, même si ce sont des expressions qui sont nouvelles, sachez qu'il n'y a pas de loi physique nouvelle. Toutes les expressions que l'on va voir dans ce chapitre sont des expressions qui découlent des lois de Newton que vous avez déjà vues. Mathématiquement, elles pourraient se redémontrer assez rapidement, mais encore une fois, voilà, vous n'êtes pas assez aguerri, vous ne maîtrisez pas suffisamment les outils mathématiques, et puis ce serait beaucoup de temps de passer. Qu'est-ce que vous devez comprendre par cette présentation? Qu'est-ce qui est dans le programme de terminale? Vous devez comprendre que si votre trajectoire est circulaire, alors le mouvement sera forcément uniforme, c'est-à-dire que la vitesse sera toujours de même valeur. Puisqu'elle est de même valeur, alors vous devez être capable de trouver donc l'expression de sa vitesse. Lorsqu'une planète fait un tour complet autour de son centre attracteur, d'accord, et ben elle fait ce qu'on appelle une révolution, et elle le fait pendant un certain temps, et qu'on appelle période. Et donc, une fois que vous aurez la vitesse, vous devrez être capable d'exprimer l'expression de la période. Et bien sûr, ce chapitre met en évidence les lois de Kepler que vous devez connaître. Dans ces lois de Kepler, il y a deux lois qui sont des lois qualitatives, la première et la deuxième. On ne vous demandera pas beaucoup de calcul avec. En revanche, on vous demandera de connaître, mais aussi d'exploiter la troisième loi. Voilà. Donc, bien évidemment, et comme je l'ai rappelé, la méthode que nous allons suivre est rigoureusement identique à la méthode que nous avions déjà vue dans l'étude d'une chute libre, par exemple. La seule différence, c'est que les corps considérés seront différents, que les forces qui seront appliquées à notre système seront différentes. Mais en revanche, ce sera toujours la même méthode. Il faudra donc toujours être rigoureux. Donc voilà, je rappelle les différents points importants de cette méthode, le système, le référentiel, le bilan des forces, et on applique la deuxième loi de Newton. En utilisant bien sûr la base de Freinet ici. J'ai décidé donc de vous montrer, de faire l'exemple sur le mouvement de la station internationale autour de la Terre. Le système d'études, c'est bien sûr ma station internationale. Le référentiel, il est donc attaché au centre attracteur. Ici, le centre attracteur, c'est la Terre. Je vais donc utiliser le référentiel géocentrique. La force que va subir la station internationale de la part de la Terre, c'est donc une force attractive qui est toujours dirigée vers le centre de la Terre. Et cette force, vous avez son expression ici. Elle est proportionnelle à la masse de chacun des corps. Et elle est donc inversement proportionnelle à la distance qui sépare la station de ma planète. Et vous voyez que donc la force, elle est donc dirigée vers la Terre et elle s'exprime assez facilement avec le vecteur de la base de Freinet petit n. Et donc voici effectivement mon repère. Donc je travaille dans la base de Freinet. Donc voici mon repère, le vecteur t tangentiel, t comme tangent au déplacement, et enfin donc petit n qui est donc normal au déplacement, qui est donc dirigé vers la Terre. Donc, je réécris les expressions de l'accélération que j'ai vues tout à l'heure dans la base de Freinet. Je les réécris ici. La dérivée de la valeur vitesse par rapport au temps. Et également donc le carré de la vitesse divisé par r sur donc l'axe normal sur petit n. En appliquant la deuxième loi de Newton, je dois donc également projeter mes forces.
Et le repère de Freinet est judicieux, puisque, comme vous l'avez vu sur le schéma, la force n'a pas de composante sur l'axe, pardon, pas sur l'axe, mais n'a pas de composante tangentielle, T, et toute la force donc s'exprime uniquement sur le vecteur petit n. Comme nous l'avions déjà fait, nous avons ici une relation vectorielle pour le principe fondamental de la dynamique, donc nous allons maintenant égaler chacune des composantes. Nous allons avoir ce que j'ai appelé ici une équation petit 1 sur l'axe tangentiel et une équation petit 2 selon le vecteur normal petit n. Donc, regardons un petit peu plus en détail donc, cette expression petit 1. Nous voyons donc que ce produit de la masse par la dérivée de la valeur de la vitesse est nul. Bien sûr, la masse de l'ISS n'est pas nulle, donc cela signifie que la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps est nulle. Dire qu'une dérivée est nulle, cela signifie que la vitesse elle est constante. Donc ça c'est une chose très importante et nous venons de montrer donc que le mouvement il est circulaire. Cela s'est fait assez rapidement, vous en conviendrez. Et maintenant avec la deuxième expression, nous allons pouvoir obtenir donc l'expression de ma vitesse. Je vous laisse donc retrouver cette valeur, d'accord, un petit peu de travail pour vous avec votre cahier de brouillon. N'hésitez pas à mettre sur pause et à revenir un peu en arrière. Et cette expression de la vitesse, petit v, elle est très importante, d'accord, et donc on va un petit peu l'interpréter, et vous voyez que cette expression de la vitesse, elle dépend de la grande constante de gravitation universelle, grand G, de la masse de la Terre, qui est notre centre attracteur, et de la distance qui sépare la Terre de votre objet que vous étudiez, à savoir ici la station internationale. Donc, l'expression de vitesse ne dépend pas des caractéristiques de mon satellite, des caractéristiques de ma station internationale, ce qui veut dire, et notamment de sa masse, ce qui veut dire que tous les objets qui sont dans le ciel et qui sont situés à la même distance de la Terre, eh ben, ils vont tous à la même vitesse. Petit exemple, la station internationale, elle se situe en moyenne à une altitude de 400 km au-dessus de la Terre, en sachant que le rayon de la Terre est donc de 6400 km. À quelle vitesse va-t-elle? Je vous donne ici les constantes qui interviennent dans l'expression. Donc c'est important de faire ce calcul puisqu'il y a des puissances de 10 et une racine carrée, ce n'est pas toujours facile de les manipuler. Et au final, nous obtenons donc cette expression pour la vitesse et en faisant l'application numérique, nous trouvons que en une seconde, la station internationale parcourt un peu plus de 7600 mètres par seconde, en une seconde. Maintenant que nous connaissons sa vitesse et que nous connaissons également la position de la station par rapport à la Terre, nous pouvons calculer le nombre de tours que la station elle fait quotidiennement. Comment faire? Vous savez que la durée, c'est une distance divisée par une vitesse. L'orbite de la station est un cercle de rayon RT plus H. Donc le périmètre d'un cercle, c'est 2π fois son rayon. La vitesse, vous l'avez. Et donc au final, je vous laisse vérifier que elle tourne en 1h33 et 33 minutes, pardon. La station internationale donc effectue un tour complet autour de la Terre. Vous savez qu'une journée dure 24 heures, donc au final, on trouve que approximativement, la station internationale fait 16 fois le tour quotidiennement. Donc la période de révolution, ou ce qu'on appelle donc la période T d'un satellite, c'est donc le temps qu'il met pour effectuer un tour complet sur sa trajectoire. La formule de la durée, c'est donc une distance divisée par une vitesse. Dans le cas d'une trajectoire circulaire, la distance parcourue, c'est donc égal à 2 fois pi fois r.
Et la vitesse, donc, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque un corps est situé à une certaine distance de la Terre, nous avions l'expression de ma vitesse. Donc je simplifie un petit peu puisque j'ai des rayons petit r au dénominateur ici, mais aussi au numérateur. Donc voilà, je simplifie. Et j'obtiens donc cette équation qui donc me permet de calculer la période en fonction de la distance à laquelle je me situe de la Terre. Ce que je vais faire, c'est que mathématiquement, je vais donc élever ces deux quantités, je vais prendre leur carré de chaque côté du signe égal. Et au final, je vois donc que le carré de la période de révolution est égal à cette expression. On va encore un petit peu analyser cette expression et on va voir que cette expression, par rapport à mon satellite, nous avons ici, ce que je vous montre avec le pointeur, nous avons ici une grandeur qui, elle, est une constante. Et donc ici, nous avons par contre donc, la distance petit r à laquelle se situe mon satellite de ma Terre. Je peux manipuler un tout petit peu cette équation mathématique, c'est-à-dire faire passer ce terme-là de l'autre côté du signe égal, et j'obtiendrai cela. Et comme je viens de vous le dire, donc, nous avons ici le rapport du carré de la période de révolution par le cube de la distance qui sépare la station de la Terre. C'est égal à cette fraction, mais surtout c'est une constante. Vous reconnaissez ici la troisième loi de Kepler. Faisons un peu le bilan donc des lois de Kepler que nous connaissons, que nous avons déjà vues. Donc, dans le référentiel, donc la première loi de Kepler, qui est parfois appelée loi des orbites, nous dit la chose suivante. Donc, dans un référentiel géocentrique, alors la trajectoire du centre de gravité du satellite est une ellipse dont la Terre est l'un des foyers. Volontairement, en TP, je vous ai fait travailler sur le mouvement des planètes autour du Soleil. Nous travaillons donc dans un référentiel héliocentrique. Et là, je fais mon étude dans le référentiel géocentrique. Je peux appliquer la loi de Kepler lorsque j'ai un système qui tourne autour d'un centre attracteur. Que dit la deuxième loi de Kepler, parfois appelée loi des airs? La loi des airs, donc, elle dit la chose suivante. Dans le référentiel géocentrique, que je vais supposer galiléen, alors le rayon vecteur va balayer des aires égales pendant des durées égales. Donc, grâce à l'animation que je vous ai proposée l'autre jour, vous aviez pu matérialiser ces aires balayées par le rayon vecteur grâce à des couleurs, et notamment pu remarquer que lorsque ma planète se situe proche de mon étoile, alors celle-ci, ma planète, va aller très vite, et en revanche, lorsque vous allez plus loin de mon centre attracteur, alors vous allez avoir une vitesse plus faible. Et enfin, donc la dernière loi dont on vient de montrer l'expression, elle dit la chose suivante. Donc pour tous les satellites de la Terre, ou alors pour toutes les planètes du système solaire, le rapport entre le carré de la période de révolution et le cube du demi-grand axe, c'est égal à une constante. Voilà. Et donc encore une fois, il est important de noter que la valeur de la constante est indépendante du satellite que vous avez choisi. À condition que vous tournez autour du même centre attracteur, vous aurez toujours cette même constante. Pour toutes les planètes du système solaire, si vous connaissez leur période de révolution grand T et si vous connaissez leur demi-grand axe que l'on note A, eh ben, vous faites le calcul de la T au carré divisé par A au cube et vous verrez que vous obtenez toujours la même valeur. Voilà. Bien sûr, donc on peut généraliser en fonction donc, du centre attracteur, que ce soit le Soleil ou que ce soit la Terre. Comme je vous l'ai dit en introduction, la seule chose que l'on vous demande avec cette troisième loi, c'est de l'exploiter. Donc regardez un petit peu ce dernier exercice. Nous avons vu tout à l'heure l'altitude de la station internationale de l'ISS. Nous connaissons également le rayon de la Terre.
Alors moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est de calculer la distance qui nous sépare de la Lune, parce que je sais que la Lune, elle fait un tour complet, elle a une période de révolution de 29,5 jours. Comme l'ISS et la Lune tournent autour du même astre, alors je sais que j'aurai une égalité, c'est la troisième loi de Kepler, donc appliquée et pour la Lune et pour l'ISS, puisqu'elles tournent autour du même centre attracteur, j'aurai donc cette égalité-là. Je peux donc exprimer la distance qui sépare la Lune de la Terre, que j'ai appelée petit a Lune, je peux l'exprimer en fonction des trois autres grandeurs. Et j'obtiens donc cette expression. Donc, moi, ce que je cherche, ce n'est pas le cube de la distance, mais c'est la distance. Donc, pour cela, je vais prendre la racine cubique. Je vais prendre la racine cubique de toute cette expression. Et je vais obtenir donc cette relation en mathématiques un petit peu compliquée, mais je vais obtenir cette relation. Je vous laisse vérifier que nous obtenons ce résultat, à savoir que la distance qui sépare la Terre de la Lune en moyenne est de l'ordre de 403 000 km. Voilà pour les explications sur les lois de Kepler. N'hésitez pas à revisionner la vidéo et encore une fois, refaites bien toutes les applications numériques que je vous ai proposées. Elles sont toutes très importantes. Voilà, je vous souhaite beaucoup de travail et beaucoup de courage et vous dis à bientôt. Au revoir.